Bienvenue à cette table ronde sur les défis et les opportunités des modèles d'affaires circulaires. Surtout merci d'être venus si nombreux, ça fait plaisir de voir autant de monde, je dirais même de voir du monde tout court. Je vais faire court, je me présente Clément Damas, je suis responsable de projet RSE et développement durable au sein de BPI France qui organise justement cette table ronde. Donc pour commencer, juste deux chiffres. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, 9% du plastique qui est globalement produit n'est pas recyclé. Donc ça montre bien le chemin qu'on a encore à réaliser pour évoluer d'une économie linéaire vers une économie circulaire. Toutefois, cette transition, elle est pleine d'opportunités quand on sait que 60% des consommateurs français se disent prêts à acheter des produits reconditionnés par souci environnemental. Alors cette transition, elle demande un effort collectif de la part des pouvoirs publics qui fixent les règles et les objectifs. Cette transition, elle nécessite un effort de nous tous en tant que consommateurs dans nos habitudes de consommation. Et enfin, elle nécessite un effort des entreprises dans les produits et les services qu'elles proposent. Et justement, aujourd'hui, on est très bien accompagné par Camille de ESUS, Alain de Seb, Géraldine de Risette et Sébastien de Paprec pour nous parler de tout ça. Donc, je vais vous laisser la parole pour vous présenter et surtout présenter vos visions et comment vous avez justement mis en application cette vision dans vos métiers. Camille, peut-être que je te laisse ouvrir le bal. Allez. Il faut que je parle bien près du mot. Okay. C'est ça. D'accord. Bonjour à tous. Donc, je me présente Camille Chabrol. Je travaille en tant que consultante en économie circulaire chez ESUS. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait chez ESUS ? Notre métier, c'est la prise en charge de terres excavées de A à Z. Et donc là, vous pouvez voir en quelques chiffres notre activité. Donc, cela représente plus de 75 000 tours de camion, un chiffre d'affaires de plus de 30 millions et une activité qui ne cesse de croître et qui s'étend à l'international. Donc, comment on travaille chez ESUS ? En fait, notre but, c'est de connecter tous les acteurs de la gestion des terres excavées entre eux, de telle sorte de pouvoir proposer les solutions les plus optimisées à nos clients. Alors, comme je vous l'ai dit, autour de nous gravite un écosystème d'acteurs, que ce soit les chantiers nécessitant une évacuation de leurs terres, qui sont nos clients, les chantiers sur lesquels nous pouvons réaliser justement un modèle circulaire de gestion en faisant du remblai, les transporteurs qui nous permettent d'optimiser la logistique autour de cette évacuation, mais également les centres de traitement qui accueillent les terres en cas de non-réutilisation sur un autre chantier. Et c'est justement grâce à cet écosystème d'acteurs qui gravitent autour de nous, ce fort réseau, qu'on peut en fait proposer les solutions les plus optimisées, que ce soit déjà en termes de circularité, en termes de délai et aussi également en termes d'impact environnemental, qui est quand même le cœur de l'enjeu de la circularité. Et donc, comme je vous le disais, l'impact environnemental chez ESUS, c'est, on va dire, le cœur de notre métier. Donc, en fait, nos offres, elles combinent des leviers qui permettent d'avoir un impact positif sur l'environnement. Alors, ces leviers, il y en a 3. Alors, le premier, c'est au niveau, justement, du réemploi local des matériaux. En fait, le fait d'aller plus proche permet d'émettre moins parce qu'on va moins parcourir de kilomètres en camion. Pour l'instant, tout est logique. Ensuite, il y a partie sur un flux logistique existant, le fait de l'optimiser en réduisant les distances à vide, en proposant des schémas optimisés qui permettent justement de récupérer des flux qui à la base auraient été doublés et de les combiner. Et justement, le fait d'avoir ce réseau d'acteurs à disposition qui gravitent autour de nous, ça nous permet de mettre en place ces logistiques optimisées. Et en dernier point, c'est de préserver les ressources naturelles et l'extraction de matières premières naturelles, que ce soit par le fait d'apporter des matériaux recyclés sur les chantiers, mais également en proposant justement de la réutilisation des terres que nous gérons sur d'autres chantiers. Et ces terres vont venir se substituer à la matière première qui aurait été extraite. Donc voilà, merci. Merci. Alain, je te laisse continuer si tu veux.
Oui, bonjour. Donc, je suis Alain Potreau. Je travaille pour le groupe SEB, donc un fabricant français, le premier fabricant mondial de petits équipements domestiques. Et il y a à la fin des années 2000, alors je suis en charge de la satisfaction des consommateurs, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la politique et aux services pour les consommateurs, avant, pendant, après la vente dans le monde. Et donc à la fin des années 2000, j'ai souhaité que le groupe prenne une nouvelle direction et qu'on ait désormais quasiment une nouvelle signature qui soit des produits durables. Des produits durables, ce qui est passé par des produits réparables, avec des objectifs à la fois économiques pour le groupe et des objectifs d'image et d'ambition au niveau global pour les consommateurs et nos clients. Ça a été une première étape dont je reparlerai, je pense, pendant la matinée. Et puis il y a eu d'autres étapes qui nous ont fait en fait rentrer vraiment dans tout le concept de l'économie circulaire, en proposant de l'économie de fonctionnalité, en testant l'intérêt de consommateurs pour non plus acquérir des biens, mais payer la fonction. Voir la boucle finale de la durée de vie, de la vie d'un produit, à savoir essayer de lui donner une deuxième vie, remettre en état des produits, réemployer, réutiliser, et puis en finale recycler. Et recycler, on touche tout de suite deux branches de l'économie circulaire. Le fait que les matériaux eux-mêmes, les produits soient recyclables, qui est l'étape ultime. Et puis, pour revenir à la toute première branche de l'économie circulaire, réemployer des matériaux issus de la récupération et donc refaire des produits à partir de plastique ou d'aluminium déjà utilisés sur des générations précédentes. Voilà, donc c'est de ça dont je parlerai un peu plus en détail après. Merci. Géraldine, si tu veux te présenter. Oui. Volontiers. C'est bon? On m'entend? Oui, ça va. Bonjour à tous. Moi, je suis Géraldine Poivert. J'ai certainement croisé certains d'entre vous dans la salle dans d'autres vies professionnelles. J'ai créé Reset il y a un peu plus de 2 ans. Reset est une société de conseil intégrée. We bring, pour paraphraser les Américains, we bring green in the game. C'est-à-dire qu'on essaye de remettre au cœur de vos transitions économiques l'enjeu environnemental qui est majeur et qui est certainement la next big wave, plus forte encore, j'en suis convaincue, que le digital. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'on est une société de conseil intégrée? Parce qu'on accompagne tous nos clients, publics et privés, en déployant pour eux des stratégies, mais en allant jusqu'à l'opérationnalisation, c'est-à-dire le design de leurs solutions. Ça passe par le sourcing d'innovation ou la création, le déploiement, les pilotes, mais aussi l'implémentation industrielle et la concertation partie prenante. J'ai eu un petit peu cette épiphanie, c'est-à-dire que j'ai voulu créer Reset il y a 2 ans, après une 20aine d'années d'observation des difficultés de la transition environnementale. Et je me suis dit que ce qui manquait aux acteurs, publics comme privés, c'était d'avoir justement ce tout en un. Parce que vous le savez comme moi, écrire le livre blanc et se poser sur la stratégie, c'est la partie facile. Mais après, il faut monter l'Everest. Et monter l'Everest, ça demande des Sherpas, une cordée très solide et un peu d'équipement, parce que c'est remettre à plat souvent toute une chaîne de valeur, donc déjà s'entourer de tout son écosystème et sa supply chain, repenser le besoin, donc toujours revenir à la fonctionnalité avant de se précipiter, on en parlait tout à l'heure, sur une innovation qui ne va pas être celle dont vous avez besoin, revenir à votre besoin fondamental. Vous avez un problème de ressources, vous avez un problème d'énergie, vous avez un problème de process, vous avez un problème de sourcing, donc le poser et ensuite le déployer et ne jamais s'arrêter à la R&D et l'innovation, parce qu'en règle générale, c'est quand on passe à l'usinage. Je peux vous dire que pour avoir fait des sachets de salade en papier, travailler avec les fabricants de ciment en recyclage, en règle générale, c'est quand on passe à la réalité et à la dure réalité que ça commence à se gripper. Et c'est le moment où il ne faut pas lâcher. Et dernière chose, pourquoi est-ce qu'on travaille aussi en intégrant la concertation partie prenante? Parce qu'il n'y a pas de victoire circulaire sans collectif. Et je le dis sans aucune naïveté, je ne suis pas en train de vous revendre le kolkhoz ou l'économie collective, c'est qu'en fait, c'est un jeu collectif. Et quand bien même vous continuerez entre concurrents à jouer, à vous affronter sur un terrain de foot, il faut repenser le terrain de foot parce que ça passe par des standards qui doivent être réinventés ensemble et en tout cas avec la chaîne de valeur. Personne ne réinvente sa chimie tout seul, personne ne réinvente ses machines-outils tout seul. Donc voilà, on est très heureux chez Reset de faire ce métier. On n'oppose jamais la transition environnementale et économique parce que l'économie, c'est la gestion de la ressource rare. Et en fait, le défi, c'est de faire plus avec moins, de nourrir, de vêtir et de transporter ces 10 milliards d'habitants de demain. Et donc, ça suppose de changer de paradigme. On a aussi cette petite tocade chez Reset, c'est qu'on travaille pour tout type d'acteurs, publics comme privés, parce qu'on pense que ce débat, ce défi, il suppose en fait les mêmes outils pour tout le monde. Il n'y a jamais les méchants et les gentils d'un côté. Il y a des gens confrontés à des défis et qui ont besoin de travailler ensemble. Merci. Sébastien?
Bonjour à tous. Donc moi je suis Sébastien Ricard, je suis directeur développement durable affaires publiques du groupe Paprec, Paprec que je vais présenter rapidement. Pourquoi est-ce que j'ai cette double casquette? Parce qu'on a un modèle économique éminemment centré sur l'économie circulaire, sur le développement durable, donc la réglementation, on y reviendra. Et les questions d'affaires publiques sont centrales pour nous. On est un groupe français, un groupe familial, une entreprise jeune, on a 25 ans. Et on est une entreprise qui, en 25 ans, est devenue le leader français du recyclage, le troisième acteur de la gestion de déchets. On a à peu près 280 sites en France, on emploie 12 000 personnes et on traite entre 14 et 15 millions de tonnes de déchets par an, avec un taux de recyclage qui avoisine entre 75 et 80%. 77 exactement l'année dernière en moyenne globale, mais ça ne veut pas forcément dire grand-chose, puisque ça dépend évidemment des flux et des matériaux. Et donc on a une entreprise qui s'est centrée sur le recyclage historiquement. C'est comme ça qu'on s'est construit, sur le recyclage, c'est-à-dire la valorisation matière, avec des clients industriels privés, ce qui nous a permis de nous démarquer et de nous faire notre place à la fin des années 90. On est aujourd'hui, en plus d'être le premier acteur du recyclage, on est aussi la valorisation matière, on est aussi le leader technologique dans tout ce qui est retour à la terre, fabrication de compost, pour le dire autrement. Ce qui n'est pas la part la plus importante de notre chiffre d'affaires, mais c'est une partie éminemment stratégique pour nous, puisque l'une des volontés de notre modèle économique, c'est aussi d'améliorer l'empreinte carbone, évidemment, et le retour à la Terre est à notre sens un levier fantastique. Et puis sur les activités qu'on a pu développer aujourd'hui, on traite en ordre de grandeur à peu près 2,5 millions de tonnes, on traite et recycle 2,5 millions de tonnes de papier carton, 350 000 tonnes de plastique, 1,5 million de tonnes de collecte sélective. On trie à peu près la poubelle jaune d'un Français sur 4 en France métropolitaine. Et on s'est développé sur des activités d'enfouissement et d'incinération depuis 2017, et je peux tout à fait expliquer pourquoi. La loi de 2015, la loi de transition énergétique, est venue mettre un moratoire, est venue empêcher les nouvelles extensions de capacité d'enfouissement et d'incinération. Donc la fraction qu'on ne peut pas recycler, qu'on appelle du déchet ultime, il faut bien pouvoir la traiter d'une manière ou d'une autre. Et avec cette loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015, les capacités de traitement du déchet ultime sont venues être limitées, fixées dans le temps. Du coup, cette capacité de traitement du déchet ultime est devenue une ressource rare. Et pour pouvoir maintenir nos capacités de recyclage, nos capacités d'investissement dans la valorisation matière, sans être dépendant de nos concurrents et confrères pour les quelques 15 à 20% de matériaux qu'on ne sait pas recycler à l'instant T, on a fait le choix de se développer sur ces activités pour gagner en autonomie. C'était un mouvement extrêmement stratégique pour nous, puisque ça nous a permis, on va dire à court-moyen terme, de garantir cette capacité de recyclage et de valorisation matière à nos clients, de garantir des coûts compétitifs. Et puis, c'est évidemment le temps pour nous de travailler à des nouvelles solutions de valorisation matière pour des flux qui n'étaient pas forcément recyclés, parce que pas captés ou parce que la technologie n'existait pas. Mais comme le disait Géraldine, il ne faut pas s'arrêter à la R&D en laboratoire, il faut arriver à changer d'échelle. Il y a plein de choses qui sont recyclables en théorie. Tous les plastiques sont recyclables en théorie. En pratique, c'est parfois un peu plus compliqué. Et c'est à ça qu'on travaille, voilà, avec Géraldine, avec d'autres acteurs, avec le soutien de BPI France. Voilà. Super. Je vais vous poser une première question. Je vais être un petit peu provocateur. Est-ce que vous pensez qu'un modèle 100% circulaire est possible ? Qui se lance ? Oui. Enfin, oui. Si. Alors, si on transforme nos chaînes de valeur, c'est-à-dire que la circularité, d'abord, ce n'est pas quelque chose d'ayatolesque, et je le dis, et Sébastien l'expliquera mieux que moi, on ne peut pas tout faire tout de suite. Donc aujourd'hui,
La vérité, c'est qu'on a des textes de loi qui commencent à s'appliquer et finalement, les acteurs économiques et publics qui se disent, en fait, j'ai pas encore toutes les solutions, j'ai pas encore tous les exutoires. Donc, on a des chaînes de valeur à changer. Donc, ça va pas se faire tout de suite. Ça va se faire avec beaucoup d'investissements, d'où la présence de la BPI aujourd'hui qui accompagne et qui aide aussi les entreprises à investir. Et donc, ça veut dire que ça va se gérer avec un calendrier dans le temps, avec des financements orientés et avec des acteurs qui vont reconstruire ces chaînes de valeur. Parce que quand on a fait la révolution industrielle de l'automobile, du digital, etc., par exemple, le digital, on a défini l'IP protocole. Donc, on a défini des protocoles. C'est ce que doivent faire les acteurs aujourd'hui. Donc, c'est un oui, si. Et l'économie circulaire, ça n'a rien d'effervescent. C'est-à-dire que c'est brutal. Et ce que vient d'illustrer Sébastien, c'est qu'il ne faut pas croire ceux qui vous disent que c'est magique. Ne les croyez pas, parce que le recyclage des plastiques, et on en connaît un petit rayon, bah non, aujourd'hui, il y a 90% des résines qui ne se recyclent pas, en tout cas pas avec un modèle économique. Donc il faut y travailler, la circularité, voilà, c'est monter l'Everest. Mais par contre, c'est possible, avec un peu d'organisation. Pour vous expliquer un peu notre vision de l'économie circulaire, je pense que l'économie circulaire, c'est deux choses. D'abord, il faut se poser la question de la taille du cercle. Et il n'y a pas qu'un cercle. Je pense qu'on avait un modèle formidable d'économie circulaire qui était le recyclage du carton, puisqu'on avait des produits qui étaient manufacturés en Chine, qui venaient emballés dans du carton, on les consommait, et puis les containers qui venaient chargés de télé, d'iPhone et autres repartaient chargés de carton qu'on avait collecté, recyclé en Chine vers les cartonneries, et puis la boucle tournait. Et puis la réglementation a fait, la Chine, la réglementation européenne ont fait qu'il y a eu un peu une réorganisation de ce sujet-là. Mais la boucle existe toujours, la boucle fonctionne toujours. On est toujours à des taux on est à, je crois, 98 ou 97% de taux de recyclage des cartons industriels. Enfin, on est très bon sur certaines choses. Et quand on est bon, je pense qu'il faut le dire. Mais l'économie circulaire, c'est aussi les territoires. Vous parliez avec Esius de l'importance de l'optimisation des flux logistiques. Ça ne sert à rien d'envoyer des flux logistiques, de faire des flux à l'autre bout du monde. Il y a des choses qu'on peut faire sur place. Donc il y a une notion locale, il y a une notion de dynamique des territoires pour aller collecter les déchets, pour aller les massifier en vue de leur recyclage. Il faut atteindre des masses critiques pour pouvoir avoir des modèles économiques rentables de recyclage, ce qu'on ne peut pas valoriser sous forme matière aujourd'hui. Sur une taille de cercle, une zone de chalandise, qu'est-ce qu'elle est, il faut effectivement dans ces cas-là réfléchir à un cercle plus grand, réfléchir à des boucles ouvertes. On ne peut pas forcément faire des bouteilles avec des bouteilles. Peut-être qu'avec des bouteilles, on va pouvoir faire d'autres choses. Quand ce n'est pas possible de faire des bouteilles. Donc cette notion de taille de cercle est très importante. Et je m'y attache parce que quand on entend des discours un peu dogmatiques sur l'économie circulaire, honnêtement, hein, les gens parlent en prêchant pour leur paroisse. Un élu va vous dire que c'est sa circonscription, une entreprise va vous dire que c'est sa zone de chalandise. Il faut arriver à sortir un peu de tout ça pour englober l'ensemble, ce qui n'est pas du tout facile. Et puis l'économie circulaire, c'est une économie en pointillé. On oppose souvent économie linéaire, économie circulaire. Moi, j'ai envie de dire, l'économie circulaire, oui, c'est un trait, puis un début, une fin. L'économie circulaire, c'est une boucle. Mais pourquoi en pointillé ? Parce qu'on a besoin de partenariats. On a besoin de partenariats localement pour aller créer de l'emploi, trouver des filières de réparation, créer des formations. Il y a besoin de partenaires institutionnels, de partenaires privés. Il y a besoin de partenaires en communication pour développer l'acceptabilité des produits qui étaient consommés, jetés hier et qui aujourd'hui sont réparés. Et je pense à notre confrère de Seb. Voilà, le seconde main, on achète tous une voiture d'occasion sans se dire qu'elle est de moins bonne qualité. Pourtant, sur les lave-linges d'occasion, on sent qu'il y a un peu des réticences. Il faut aller au-delà. On a besoin de partenaires. On a besoin de partenaires pour créer des standards communs. On peut être concurrent sur un secteur et partenaire sur d'autres. On peut être partenaire en amont pour justement se dire, voilà, qu'est-ce que c'est que de l'éco-conception ? Quand Seb fait de l'éco-conception, il y a la notion de démantèlement, il y a la notion de matériaux, de recyclabilité, mais est-ce que c'est recyclable en théorie, en laboratoire ou dans les faits ? Nous, on est capable, nous, industriels de la gestion de déchets, pas que Paprec, de leur dire, il y a des modèles qui existent, il y a des modèles qui n'existent pas, il y a des modèles à créer. Pour les créer, il faut atteindre tel ou tel tonnage minimum, sinon, ce sera très bien, mais ça va vous coûter 1 milliard d'euros pour un aspirateur, c'est pas acceptable. Donc voilà, cette notion de partenariat est extrêmement, à mon sens, importante.
Mais oui, c'est possible. Des modèles 100% circulaires sont possibles. Je dirais qu'il y en a même plusieurs, pas seulement sur une seule boucle, mais sur des boucles ouvertes. Mais il faut l'accepter. D'accord. Je vais peut-être modérer un petit peu. Si on veut faire évoluer une économie d'une économie linéaire, pour reprendre l'expression, à une économie circulaire, ça ne peut pas se faire en une seule fois. C'est quelque chose de très progressif. Il faut que ce soit une vision. Et puis, clairement, ça peut être un horizon. Et un horizon, le principe d'un horizon, c'est qu'on s'en approche, mais on ne l'atteint jamais. En fait, il est toujours à la même distance. Et c'est ça un peu l'évolution d'une économie linéaire à circulaire. Ça veut dire qu'on va créer des boucles qui seront de plus en plus, effectivement, elles-mêmes circulaires. Il pourrait y avoir des petites boucles qui le soient en totalité. Mais il ne faut pas que ce soit l'objectif ultime. L'objectif ultime, ce n'est pas de ne plus rien fabriquer à partir de plus aucune ressource. On aura toujours besoin d'avoir des produits, des matières qui auront évolué, la technologie aura évolué. Si on prend même un exemple d'économie qu'on pourrait imaginer 100% de la fonctionnalité, on peut penser à l'automobile et puis se dire demain, plus personne n'achètera de voitures et il n'y aura que Uber qui les proposera, Uber ou d'autres, j'espère. Même à ce moment-là, il faudra quand même refabriquer les voitures de temps en temps parce que celles qu'utilisera Uber, elles finiront par s'user et elles n'auront pas une durée de vie infinie. Donc on aura toujours besoin de refabriquer, au moins un minimum. Alors moi, je suis fabricant au départ et bien évidemment, on ne cible pas que dans 5 ans, on ferme toutes nos usines. On en a beaucoup en France et beaucoup d'emplois. Mais par contre, on peut travailler à la faire évoluer progressivement. Et puis, il y a des cas où garder un produit et se dire il faut le faire adhérer le plus longtemps possible, en fait, c'est contre-productif sur un schéma global. Si on remplace un produit qui est nettement moins énergivore, qui a une logistique plus courte, qui va avoir beaucoup d'autres avantages écologiques, en fait, ça peut être rapidement préférable plutôt que d'investir pour le faire durer plus longtemps. Donc, il ne faut pas que ce soit effectivement une politique absolue en disant il faut faire de l'économie circulaire, il faut faire que ça. Pour moi, c'est une évolution qui doit être, c'est une brique importante, une brique très importante parce qu'elle participe également au changement des mentalités. Et en fait, c'est avant que l'économie circulaire se bâtisse sur des objectifs complètement matériels, il faut que ce soit partagé, que ce soit une vision partagée. Donc, c'est au moins l'avantage, je pense, d'être un objectif qui est clair et un horizon qui peut être partagé avec tout le monde. Et pour rebondir à ce que disait Géraldine sur le fait que voilà, ce qu'il faut faire, c'est repenser la réflexion tous ensemble et pas faire des actes isolés chacun de son côté. Il faut aussi se rendre compte qu'actuellement, au jour d'aujourd'hui, il existe des solutions pour au moins tendre vers ce modèle 100% circulaire. Nous, on le voit tous les jours chez ESUS, que ce soit par exemple au niveau de l'anticipation des synergies de flux. On a l'impression que, en tout cas au niveau des terres, bon, c'est peut-être pas le marché le plus connu de tout le monde, mais que vraiment des terres, il y en a beaucoup trop, surtout actuellement avec les travaux du Grand Paris. On a l'impression que ça sort de partout, mais par contre, pour les mettre quelque part, c'est pas évident. Mais nous, on s'en rend compte, surtout au niveau de notre pôle conseil, qu'en fait, cette demande, elle existe. Elle n'est peut-être pas parfaitement équilibrée avec ce qui sort, mais par contre, elle peut être comblée grandement par ce qui sort des chantiers. Et c'est ça, en fait, le travail qu'il faut faire, c'est d'identifier cette demande. Et c'est pas évident. Nous, c'est notre travail à plein temps. Et en plus de ça, cette demande et cette mise en œuvre de l'économie circulaire de matière opérationnelle, on ne peut pas la faire en appelant une personne en lui disant « Est-ce que je peux t'envoyer mes terres ?» Non, il faut que ça soit conforme à la réglementation, il faut que ce soit encadré et fait dans les règles de l'art. Et ça, déjà, c'est quelque chose qui peut être mis en place maintenant, tout de suite, parce que si on le fait chez ESUS, pourquoi les autres ne pourraient pas le faire ? Merci. Mais en fait, quand je vous écoute, j'ai l'impression que si on devait un peu schématiser l'économie circulaire, au lieu que ce soit un grand cercle, ce serait plutôt une ligne qui représente la chaîne de valeur avec plusieurs boucles à différentes étapes. Mais merci Camille d'avoir parlé un peu du régulateur, parce que justement c'est une bonne transition pour ma deuxième question. Selon vous, quel est le rôle ou quel devrait être le rôle du régulateur dans cette transition ? Je pense qu'on va être impulsé, poser un cadre. En bon centriste, je crois profondément qu'il ne faut pas tout attendre du régulateur et que les entreprises, au travers de leur fédération et de leur consortium, doivent participer à la rédaction de ce qui se passe demain. Le régulateur, il est là pour assurer un cadre, qui soit par la fiscalité, qui soit par la normalisation, pour qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence et pour fixer un cap, pour l'assortir aussi de financement de transition, pour financer ce qui va marcher et financer ce qui ne va pas marcher.
parce que on n'est pas, je crois qu'il n'y en a aucun sur cette estrade, mais faut pas se mentir, la transition environnementale et économique, elle va faire qu'on va arrêter certaines activités un jour. Donc, il faut se le dire. Donc, l'investissement, il doit venir financer les coûts échoués des secteurs qu'il va falloir réorganiser. Parce que, vous les avez tous lus, le dernier rapport sur les financements verts en France, en gros, on finançait autant dans la transition que de choses qu'on préservait, qui n'avaient plus de sens. Ça se voit partout, dans l'agriculture et autres. Donc je pense que le régulateur est là pour arrêter ces situations un petit peu paradoxales, fixer un cap, mais ensuite, c'est aux acteurs économiques de jouer le rôle. C'est eux qui ont le pouvoir de faire, c'est eux qui ont le pouvoir de passer à l'acte. Alors pas tout seul, je crois que là, on vous a tous parlé du partenariat. Donc oui, il faut le régulateur pour fixer ce cadre, mais ensuite, c'est à vous tous d'aller écrire cette nouvelle page. Parce que c'est un business rentable, parce que vos consommateurs vous le demanderont, parce que ce sera le seul moyen de lever de la dette ou de trouver de l'equity, d'attirer aussi des collaborateurs, parce que personne ne voudra travailler sur un autre modèle. Donc c'est le sens demain, mais c'est un peu schumpeterien, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on est dans le creux, c'est de la destruction créatrice, et il faut s'y préparer. Parce que, effectivement, la disparition des sacs de caisse en plastique, ça oblige à tout repositionner. Je vous donne 2 petits exemples. Le textile, nous, on y travaille beaucoup. Le textile, aujourd'hui, c'est 2 matériaux majeurs. Le polyester, alors c'est pas le plastique le plus recyclable, il ne se recycle pas, donc il va falloir le changer. Et c'est du coton, comme vous le savez, le coton, c'est peu de terres arables, mais ça doit être 25% des pesticides. Il faut se prioriser sur ces sujets-là, travailler avec le régulateur. Mais pour les gens qui ne font aujourd'hui que du polyester ou que du coton pas bio, je pense qu'il est temps de se dire qu'il va falloir changer. Et si je peux rebondir là-dessus, c'est aussi l'économie circulaire. Il y a quelque chose d'essentiel pour qu'elle se bâtisse de manière durable, c'est la confiance. La confiance parce qu'en fait, on va sortir d'un cadre classique de consommation. On ne va pas consommer un produit qui aura été sourcé d'une matière première connue. Non, il y aura des origines diverses et variées. Et justement, pour établir cette confiance, il y a quelque chose d'extrêmement important et qui doit être encadré par le régulateur, c'est la traçabilité et le contrôle et la régulation. Et actuellement, il y a des avancées qui sont faites. En tout cas, j'en parle à l'échelle des terres, mais je sais que dans d'autres sujets, c'est la même chose. On pousse les enjeux de traçabilité et les obligations, mais par contre, on ne va pas assez loin. Pour l'exemple des terres, il y a un registre national des terres et des sédiments qui va être mis en place à partir de janvier 2022, mais ce registre, il va rester déclaratif. Et nous, chez ESUS, on pense que ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment que ça soit contrôlé, régulé, et vraiment que ce que les gens déclarent soit validé. Et sans justement ce cadre de confiance qui fera que les clients accepteront de recevoir de la matière provenant d'une origine méconnue à leurs yeux, ça fera avancer les choses. Alors, justement, je pense que le régulateur, il peut avoir deux façons d'agir. Il peut être contraignant ou au contraire, il peut soutenir. La contrainte, c'est de fixer des règles et des règles et des règles. Et malheureusement, en général, quand un gouvernement ou un continent fixe des règles, les entreprises font le maximum pour essayer de les contourner. Et les efforts, ils sont portés là-dessus. Ils ne sont pas portés sur, oui, on va suivre le bon exemple. On va suivre absolument ce qu'on nous impose. Alors que si on a une législation qui a pour but de soutenir, et soutenir également dans l'accès aux matières, aujourd'hui, par exemple, plutôt que d'imposer que telle ou telle matière doit être recyclée, si la législation garantit que les matières recyclées seront utilisables dans telle ou telle condition, facilitera ça. Ça, c'est des éléments positifs. Les plastiques, aujourd'hui, ils sont facilement recyclables, mais ils ne sont pas exploitables de la même façon que les plastiques neufs pour des questions de législation. Donc les évolutions, pour moi, et c'est sur ça qu'il faut travailler, c'est des législations qui soutiennent, qui mettent en avant les initiatives, qui essayent de les précéder, ce n'est pas souvent le cas, mais en tout cas qui ne soient pas trop en retard sur les initiatives qui peuvent avoir lieu pour développer ces boucles d'économie circulaire. Si je peux juste compléter, comme disait Géraldine, il ne faut pas tout attendre du régulateur. Parfois, on s'attend un peu à n'importe quoi. Et ce qui est très important de la part le régulateur peut vraiment être un levier extrêmement important. On l'a vu sur le recyclage du PET, ce qui fait les bouteilles d'eau là. En 2019, la directive européenne SUP sur les single-use plastiques est venue mettre des taux d'incorporation obligatoires de PET recyclés à horizon 2025 et 2030 dans ces bouteilles. En 3 mois,
on a eu un prix du PET recyclé qui s'est décorrélé du prix du PET vierge et donc du pétrole. C'est-à-dire qu'en 3 mois, cette décision a permis de créer un véritable marché avec une vraie demande pour ces matériaux. Et du coup, c'est ce qui permet, en France, on était arrivé à un niveau où il y avait des usines, il y avait une collecte de ces bouteilles qui peut être mieux, mais qui était ce qu'elle est, dont on n'a pas à rougir. On avait des usines extrêmement performantes de recyclage de ce PET. Mais voilà, il n'y avait pas plus d'investissement que ça dans les usines de recyclage, faute de demande aval. Et instantanément, enfin en 3 mois, c'est quand même très court, on est venu créer un marché, créer une demande, et on voit tout d'un coup des investissements se créer, des usines, des emplois se créer, des débats, certains idiots, certains très, très intelligents sur comment est-ce qu'on peut améliorer les choses, mais au moins ça a eu le mérite de mettre un petit coup d'électrochoc là-dessus. Alors parfois on a aussi des contraintes ou des choses qui viennent et qui nous font un peu peur. Pour reprendre notre exemple européen, il y a des discussions en ce moment pour interdire les exports de déchets hors de l'Union européenne. On peut se dire que ce serait super bien, ça veut dire qu'on va pouvoir recycler et traiter tous les déchets européens en Europe. Sauf que, le trafic illégal de déchets, c'est l'un des trafics les plus rentables, les plus lucratifs. En expansion et sur lequel il y a le moins de sanctions. Donc, mettre trop de contraintes trop vite, ça peut avoir un effet, et c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour européenne, la Cour des comptes européenne des droits, pas des droits de l'homme, la Cour des comptes européenne tout court, dans un de ses rapports qui dit attention, il y a un risque d'avoir une hausse des trafics, donc faut faire attention au timing. Et puis il y a des notions de réciprocité. Les déchets qu'on a aujourd'hui, pour grande partie, c'est des produits qu'on a importés hier, qu'on a importés de pays tiers où ils n'ont pas les mêmes exigences environnementales de fabrication. Donc si on se retrouve à avoir des déchets qu'on ne sait pas gérer parce qu'ils contiennent trop de produits toxiques ou quoi, c'est très bien si on ne peut pas les exporter, tant mieux pour l'environnement, mais en revanche, il faut aussi réfléchir en amont à se poser la question, pourquoi est-ce qu'on s'est autorisé à les importer. Faut pas forcément se tirer une balle dans le pied. Je prends ces 2 exemples parce que pour moi, c'est 2 exemples européens. On ne peut pas faire sans l'Europe aujourd'hui. La France, de toute façon, ne tiendra pas son rang face à la Chine, aux États-Unis ou à l'Inde en étant seul. Le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne. Je pense que dans 20 ans, ils ne seront pas au niveau des États-Unis et de la Chine. L'Union européenne peut le faire. De toute façon, alors moi, c'est un avis personnel, mais je préfère être dépendant de mes voisins européens que de grands pays lointains à l'autre bout du monde que je ne connais pas. Et voilà, il faut qu'on ait cette coordination et le rôle du régulateur est éminemment important. Mais voilà, et puis il faut qu'il y ait un cap, quoi. On ne peut pas changer tous les 5 ans. On va dire tous les 6 ans, on va leur laisser un peu de marge électorale, de cap, de législation, dire tout recyclable, non pas tout recyclable, oui mais tout collecté, mais non on ferme les frontières. Il faut qu'on ait un cap. C'est comme pour tout, pour les industriels. Nous, on n'est pas opposés à la réglementation environnementale. On va dans le même sens. Notre modèle économique qui vise à protéger l'environnement, comme la réglementation environnementale. Par contre, les décisions d'investissement, ça demande un peu de temps long. Et donc, il faut un certain cap. Il ne faut pas changer les règles du jeu tous les 5 ans ou tous les 6 ans. Merci Sébastien. Tu parlais de levier tout à l'heure et ce sera peut-être la dernière question avant de passer aux questions du public. Pour résumer, et à votre avis, quels sont les défis et les leviers justement pour passer d'une économie linéaire à une économie circulaire? Mais ça, c'est la question à 3 points, ça. Mais après, on passe, parce que on a hâte d'entendre aussi cet auditoire. Bon, je pense qu'on les a évoqués, ces leviers, c'est d'abord des vrais diagnostics, pas se tromper sur là où est le pain point et le problème, innover, parce que je ne veux pas casser l'ambiance de cette jolie journée organisée à ProDurable, cette belle table ronde, mais la vérité c'est qu'une grande partie des solutions n'existent pas. Là, on parlait du textile, du packaging, donc il faut innover, mais là, il faut repartir de la R&D. Ça fait 50 à 80 ans que toute notre chimie, notre génie des matériaux et nos machines-outils ont été hérités de ressources pétro-sourcées. Donc c'est sûr que quand ensuite tu demandes de faire voler un emballage en fibre ou d'autres fibres textiles ou de repenser le bâtiment, fatalement, il y a un peu de retard. Donc innover, mais aller ensuite jusqu'à l'implémentation, financer, définir des standards communs, pas perdre le consommateur en route. Mais finalement, c'est votre triptyque du business model de tous les jours. Je veux dire, c'est juste les clés
de l'économie et du business model. Donc en fait, c'est probablement ne pas rester à la surface des choses. Je pense que le temps des livres blancs, des manifestes et de l'évangélisation, je crois que c'était produirable il y a 20 ans. Donc là, aujourd'hui, on est sur les plans d'action. Et c'est vraiment que chaque acteur, mais que ce soit une ville, une région ou une entreprise de taille petite ou moyenne, se fasse son diagnostic, où est-ce que je vais aller demain, et puis probablement ne pas... il faut être un révolutionnaire pragmatique. Je pense qu'il faut se dire que les choses iront pas à pas, comme le disait Alain, et ne jamais oublier de faire ensemble. Moi, j'en appelle beaucoup au travail des entreprises, de leurs consortiums. Nous, on anime beaucoup de consortiums chez Reset. On espère que la BPI bientôt validera aussi et accompagnera en investissement les consortiums. Parce que partir tout seul dans son coin aujourd'hui, nous, on l'a vu sur le plastique ou des solutions, en fait, partir tout seul, mais même si vous êtes L'Oréal, Unilever ou autre, faire sans les acteurs de la chimie, de l'infrastructure de traitement, de la logistique, c'est prendre beaucoup de risques et se mettre tous dans le mur. Donc se faire ensemble, il n'est pas romantique, il est profondément pragmatique. Même si on peut être, et je le suis beaucoup, romantique par ailleurs. Je peux être que d'accord. C'est arriver à travailler tous ensemble, se parler. Je pense pour des entreprises, arriver à associer les investisseurs, les services marketing, les services com, les services achats, les services R&D, mettre tout ça en musique et puis se faire confiance pour arriver à développer ces produits et cette économie plus vertueuse. Je pense que c'est pas évident de rajouter quelque chose là-dessus, mais je suis vraiment exactement d'accord sur la partie de il faut le faire ensemble. Parce qu'en fait, si on n'a pas les mêmes règles du jeu et si on le fait pas tous ensemble, ça va ne servir à rien. Enfin, à rien. C'est-à-dire que ce sera des actes isolés et sauf qu'on va se rendre compte que la solution que j'ai créée de mon côté n'est pas adaptée à l'acteur en bout de chaîne qui lui a changé son procédé pour recevoir tel type de produit et eh ben non, ça ne marche pas. Et du coup, c'est des efforts déjà un peu qui n'auront servi à rien. C'est du temps perdu. Alors qu'en concertation et tous ensemble, en fait, réfléchir à l'échelle d'un secteur, c'est comme ça qu'il faut le voir. Nous, on le voit à l'échelle du BTP. Il ne faut pas qu'on reste, nous, de notre côté, ESUS, avec nos transporteurs et nos centres de traitement. Non, il faut aussi aller voir les aménageurs publics. Il faut aller voir les chantiers. C'est un travail tous ensemble. On s'est un peu... c'est beau ce que je dis, mais bon, voilà, c'est pas évident, mais c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Alors, je ne fais pas du tout la conclusion, mais je vais apparemment parler en dernier. Pour moi, c'est le changement des mentalités qui est d'abord qu'il faut pousser, et vous êtes là et ça y participe. Il y a de plus en plus de cours de données dans des écoles d'ingénieurs, dans des écoles de commerce sur l'économie circulaire, sur toute cette évolution économique qui n'est pas une obligation, mais qui est en fait un vrai bénéfice pour tout le monde. Il faut que ce changement de mentalité soit également global, mondial. Un des risques des projets d'économie circulaire, c'est d'être trop locaux, trop que français, voire trop que européens, alors que ça doit évidemment s'inscrire dans une économie mondiale. Et puis le deuxième point que je voudrais rappeler, c'est que je dirais on parlait du régulateur, mais il faudra quand même très vite que les gouvernements acceptent que l'économie circulaire, c'est une économie différente, que si les gouvernements veulent s'y engager, il faut qu'ils les soutiennent. Il y a des actes très simples, c'est limiter les taxes sur tout ce qui a trait à l'économie circulaire, qu'aujourd'hui, il y a des TVA aussi chers pour réparer un produit que pour le fabriquer, c'est une aberration. Le fait que si on recycle 2 ou 3 fois un téléphone portable, on va devoir repayer à chaque fois, le consommateur va payer à chaque fois un droit à la copie privée, alors que c'est le même téléphone. C'est toutes ces aberrations qui freinent. Et il faudra un jour que, je pense, un gouvernement français ou européen accepte de dire, nous, pour développer l'économie circulaire, on accepte que ce soit une économie qui soit moins rentable pour l'État. Super. Merci. On peut passer aux questions du public, peut-être ? Ah, oui, là-bas. Bonjour, merci beaucoup déjà pour la conférence. J'avais une petite question à propos de... Vous dites que une économie circulaire à 100% est possible, et en parlant particulièrement des bouteilles en plastique, donc, qui sont... il y a déjà un petit résidu du XXe siècle, là quand même, des bouteilles en plastique
à usage unique dans un salon comme ça. Bon. Voilà. Et donc voilà, pour repartir là-dessus. Aujourd'hui, des bouteilles en plastique, vous pouvez les recycler une fois. Vous ne pouvez pas en refaire des bouteilles après. Vous en faites des pulls. Ensuite, vous en pouvez en faire peut-être de l'isolation, mais finalement... Non. Excusez-moi, je vous arrête. Avec les bouteilles, on refait du PET recyclé, des petits granules, on refait les bouteilles. La marque premium, la bouteille premium que Danone vend aux États-Unis, elle est en 100% recyclée. 100%. D'accord. Bon. Si ok. Et oui, déjà combien de fois. Mais j'avais surtout un deuxième point. Moi, après, c'était au niveau de la complexité des emballages aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un point de standardisation à faire pour simplifier les emballages qui soient recyclables plus facilement? Et est-ce que finalement, le recyclage n'est pas, ce n'est pas le point idéal, c'est d'abord réutiliser avant de recycler. Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Oui, alors peut-être qu'on aurait dû commencer par ça. Je pense que dans le modèle circulaire, c'est un modèle qui s'occupe bien de la ressource. Alors vous allez me dire, bien, c'est quoi? Dans le bien, il y a réduire, réemployer, recycler. Il y a beaucoup de choses. Je pense que ce qu'on a peut-être oublié de dire, mais je sais qu'on en est tous convaincus parce qu'on se voit par ailleurs et je sais qu'on porte ces valeurs, c'est que le 100% circulaire, ce n'est pas le 100% du recyclage. Il y a plein de choses qui permettent de bien gérer la ressource. Après, moi, je vais être très cash sur ce sujet du plastique. Mais je suis toujours cash pour ceux qui me connaissent. Donc là, ce sera la découverte. C'est que je pense qu'il faut se prémunir. On a toujours besoin de brûler des idoles. Bon, en ce moment, c'est le plastique. Demain, ce sera autre chose. Attention à ce qu'il y a derrière. Je pense que paradoxalement, aujourd'hui, nous, on a une législation qui est la seule au monde qui prévoit la disparition du plastique à usage unique. OK. Je pense que le problème du plastique est beaucoup plus grave dans d'autres pays au monde qu'en France. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans des pays riches. Et nous, on a des infrastructures de collecte et de recyclage. Effectivement, le problème, c'est qu'on a émis un standard pour tout le reste du monde. Parce que nos grandes marques sont tellement grandes, et il faut leur rendre cet hommage, que finalement, elles ont, j'allais dire colonisé, elles ont beaucoup pollinisé. Et, sauf que dans 80% de pays du monde, il n'y a pas de bac jaune et il n'y a pas d'infrastructure de tri, il n'y a pas d'infrastructure de collecte. Paprec va s'en charger, mais ça va prendre un petit peu de temps, parce qu'il y a aussi des gens qui luttent contre des guerres, qui essayent de vacciner leurs enfants et d'avoir des femmes qui ne meurent pas en couche. Donc, ce que je pense, c'est qu'il faut se garder. Je crois qu'aujourd'hui, la chose la plus saine à faire en matière d'économie circulaire, c'est d'abord de ventiler les solutions, de se préoccuper, de réemployer la ressource, de moins en consommer, de trouver des alternatives et de recycler. Mais donc, c'est un panel de solutions. Et surtout, de ne jamais oublier, il n'y a pas de solution unique et mondiale. Il y a des solutions territoriales. Donc, si je suis dans un pays où il n'y a pas de recyclage, j'oublie les produits qui ne sont pas recyclables. Mais de la même manière, l'emballage, vous voudriez des standards. Alors, le truc, c'est que l'emballage a été un outil de super différenciation. Ça faisait sens parce qu'il ne faut pas oublier, moi j'ai fait beaucoup d'emballage. L'emballage, ça nous a permis de faire du portionnable, de conserver les produits, etc. Donc on ne va pas tout jeter dans l'emballage. Moi, c'est pour ça que j'ai appelé ma boîte Reset. Parce que le sujet, ce n'est pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais de refaire des choses. Donc il faut se poser la question de c'est quoi les bons standards qui sont toujours géographiques, mais qui correspondent à mon produit. Bien sûr que je ne vais pas faire le même emballage. Si c'est pour vendre des cornets de glace sur la plage, avec un gros risque qu'avec un coup de vent, ça part dans la nature, que si je vends un bidon de lessive en France, qui théoriquement devrait être quelque chose qui est collecté et recyclé. Donc je pense qu'il faut regarder et analyser, faire des diagnostics avec beaucoup de précision sur quel est mon besoin, sur quelle géographie je travaille, travailler en amont avec ma chaîne de valeur, voir s'il y a des... Parce que le réemploi, pareil, c'est pas un scoop, hein, mais le réemploi, nous, on y travaille beaucoup pour nos clients. Mais c'est pas magique, le réemploi. Hein. C'est changer toutes les chaînes d'approvisionnement logistique. Et franchement, collecter, nettoyer, remettre dans le contenant, parce que votre contenant de réemploi, va falloir inventer la nouvelle normalisation pour vérifier qu'à la maison, vous n'avez pas mis un peu de dissolvant dans... Donc en fait, il n'y a pas de modèle magique, il y a juste beaucoup de boulot. C'est pour ça que je prenais l'image de monter l'Everest, encordé, parce que là encore, pour inventer le réemploi, il faut que tout le monde s'aligne et fasse des standards. Et je pense, après je laisse la parole, je pense que dans le mot standard, il ne faut pas entendre le produit unique des têtes de gondole en RDA du début du... C'est plutôt
Le standard, ça va être des standards de matière, des standards d'usage. Ça ne veut pas dire qu'ensuite, tout le monde aura le même produit uniformisé. C'est retomber d'accord sur ce qu'on va faire avec ces matières, les matières du textile, les matières de la construction. Et puis, ça donnera ce terrain de foot où tout le monde pourra continuer à s'affronter, parce que même quand on s'aime bien, on aime bien la compétition. Mais rapidement, parce qu'il y a peut-être d'autres dernière questions. question, Là où après. vous avez raison, monsieur, c'est qu'il faut pas juste se contenter, et c'est pas du tout notre vision chez Paprec, de se dire ça je le garde parce que je sais le recycler, je sais le collecter. Nous, notre vision, c'est que franchement, c'est mieux que d'autres choses. Mais par contre, là où vous avez tout à fait raison, c'est qu'il faut se poser la question de la sobriété, de revoir nos modes de consommation, de moins consommer. Est-ce que vraiment on a besoin de ces bouteilles sur notre table partout ? Là, aujourd'hui, franchement, moi je ne l'ai pas ouverte, donc je vais envie de vous dire que non, j'en ai pas besoin. Ah là, tu Mais- me sentir coupable. Ah, j'ai fait exprès. Donc oui, mais c'est comme le disait Géraldine, on peut pas, il faut tout considérer ensemble. On interdit les plastiques à usage unique, on veut les interdire. Les poches de sang, c'est du PVC souple. Je prends exprès un exemple extrême, hein. Mais voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de panacée qui vont marcher pour tout, partout. Il faut se poser la question du bilan carbone, de l'optimisation des flux logistiques, et tout ça dans une vision de temps. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, la solution n'est pas la bonne, mais celle de demain, elle sera différente et on trouvera d'autres choses. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question, peut-être ? Oui. Très rapide. Oui, je ne suis pas tout à fait en phase sur le fait que ce n'est pas l'intérêt de l'État, parce que typiquement, lorsqu'on fait de l'économie circulaire et locale, il y a peut-être plus d'impôts en France, et peut-être un peu moins effectivement de taxes en Chine, par exemple, donc il y a comme un intérêt. Il y a un deuxième point, c'est au niveau des entreprises. Il y a comme un réel intérêt de l'économie circulaire, notamment avec les problématiques d'approvisionnement. Je veux dire que s'il vous manque un produit, c'est votre chaîne de fabrication qui est à l'arrêt. Alors que si par exemple vous commencez à effectivement avoir une phase par exemple pour les semi-conducteurs, vous êtes capable de récupérer, aujourd'hui c'est pas simple, de récupérer des semi-conducteurs sur vos machines, par exemple usagées ou autres, au moins vous pouvez faire une partie de votre production. Donc est-ce que c'est pas justement un axe à développer, que ce soit au niveau de l'État, au niveau des entreprises ou des autres, parce que c'est quelque chose qui est critique, notamment pour les entreprises. Oui. Alors, si vous lisez la presse d'aujourd'hui, je crois, vous verrez beaucoup d'articles sur SEB qui vous parleront justement de comment on investit pour produire encore plus en France et plus localement. La récupération des composants, c'est un sujet. Aujourd'hui, c'est déjà un sujet pour que les composants qui sont récupérés permettent de réemployer des produits. On n'en est pas encore, puisqu'il y a des problèmes effectivement d'accès au volume, d'accès à des normalisations. Mais par contre, ça sert de plus en plus. Et la législation française, avant la législation européenne, y pousse à réutiliser des composants issus des produits pour permettre à d'autres produits de durer plus longtemps. Donc oui, c'est des axes, effectivement. Ensuite, la proximité, oui, c'est des emplois, mais il ne faut pas que justement que ce soit l'image merveilleuse qui dise l'économie circulaire, ça va créer 50 000 emplois, ça va faire ci, ça va faire ça, parce que ce n'est pas vrai à court terme. C'est des emplois qui se transfèrent en général. On posait la question justement il y a 2 jours sur les usines, la filière de recyclage du plastique, puisqu'on utilise énormément de plastique recyclé qui vient de nos propres produits récupérés pour refaire des nouveaux produits. En fait, ça ne crée pas d'emploi, puisque ça va dans les usines de traitement qui sont extrêmement automatisées. Et ensuite, le retraitement du plastique recyclé, c'est le même traitement qu'un plastique de base, donc ça n'a pas créé d'emploi. Il y en a un petit peu, il y en a surtout sur les emplois. Voilà. Donc je ne voudrais pas que les emplois soient l'arbre qui cache la forêt. C'est d'abord des efforts de mettre en place de l'économie circulaire. Il y a quand même un peu d'emplois créés dans nos usines de recyclage. Écoutez, je vous remercie, c'était vraiment passionnant, on pouvait vraiment y passer l'après-midi. Et merci pour vos questions. Merci Clément. Merci.